Salut à tous, 330e numéro de votre émission Afrobasket Magazine. Je vous laisse découvrir le sommaire. Nous vous présenterons le bouquet final de la Basket Africa League avec les forces en présence. Ensuite, nous vous ferons le portrait du club rwandais des Tigers qualifié pour le Final 8. Enfin, Afrobasket a reçu le nouveau directeur exécutif pour l'Afrique, M. Julien Farah. La 6e édition de la Basket Africa League prend fin à Kigali, au Rwanda. 8 équipes seront aux prises. Présentation du plateau avec Malik Daou. Entre poids lourds historiques, révélation de la saison, équipe capable de créer la surprise et quart de finale en aller-retour, ces playoffs qui ont lieu du 22 au 31 mai à Kigali s'annoncent comme les plus ouverts de l'histoire de la BAL. Le Petro de Luanda, champion en 2024 et seule équipe ayant disputé les 6 saisons, arrive à Kigali avec le statut de favori. Avec un bilan de 4 victoires pour une défaite lors de la saison régulière et surtout la meilleure différence de points plus 106, cette équipe possède une culture de la victoire, une vraie discipline tactique et un effectif profond rompu aux joutes continentales. Et l'addition d'un vrai scoreur comme Raphaël Poutné peut faire très mal. Champion en 2023, Al-Ahly d'Égypte reste une valeur sûre du basket africain. Le club Kairote s'est montré solide dans la Sahara Conference avec une capacité à gagner même sans forcément dominer ses adversaires. Al-Ahly est un candidat au titre crédible du fait de son expérience des matchs couperés. Gérer la pression, défendre dur et ralentir le rythme durant les matchs tactiques sont des valeurs fortes de cette formation. La belle histoire de cette saison vient du Rwanda. Nouvellement propulsés sur la scène continentale après le retrait d'APR, les RSSB Tigers ont surpris tout le monde en dominant la Kalahari Conference. Ils joueront devant leur public dans une BK Arena qui promet d'être électrique. Dans une BAL où l'ambiance influence énormément les dynamiques émotionnelles, les Tigers pourraient surfer sur une ferveur populaire. Chez les outsiders, le club africain de Tunis est peut-être le club le plus intriguant de ces playoffs. Il faudra donc s'en méfier, tout comme le Al-Ahly de Libye, finaliste en 2024. Le club libyen devra toutefois se passer du MVP 2025 Jean-Jacques Boissy, blessé. Même s'il n'a pas le niveau de favori, le Fils de Rabat est un collectif redoutable en plus d'être très bien coaché par Saïd El Bouzidi. Son quart de finale face à Al-Ahly d'Égypte s'annonce extrêmement tactique. On se souvient qu'il a fallu une double prolongation pour départager les deux formations à Rabat. Ce remake s'annonce donc palpitant, notamment si le FUS récupère Haruna, Zouita, Perry et Akboub. Quant à l'AS Ville de Dakar et le Dar City de Tanzanie, deux formations coachées par des entraîneurs sénégalais, Moustapha Gaye et Pabi Gueye, elles pourraient créer la surprise. Pour sûr, elles vendront chèrement leur peau. Une équipe est bien placée pour remporter cette 6e édition. Pour sa première participation, les Tigers ont démontré à la phase qualificative que c'était une équipe redoutable. Les Tigers, un des derniers nés du basket rwandais, car fondé seulement en 2019, ont déjoué tous les pronostics lors de la Kalahari Conference de la BAL. Appelés à remplacer au pied levé le champion en titre, l'APR, les Tigers n'ont pas fait dans la dentelle en remportant à Pretoria 4 rencontres pour une seule défaite, se classant leader de la conférence. Vainqueur de la Coupe du Rwanda 2025 et de la Supercoupe 2026, le club, malgré son manque d'expérience continentale, était en mission commandée pour l'honneur de la patrie, eu égard aux conditions du forfait de l'APR. Qu'à cela ne tienne, pour une première participation à la BAL, les Tigers ont proposé un basket offensif et se positionnent logiquement comme un des grands favoris des playoffs, ce d'autant plus qu'ils se jouent à domicile. 3 de leurs 5 matchs se sont terminés par un score de 100 points marqués ou plus. C'est une formation avec un profil très clair. Attaque élite, rythme élevé et gros volume de tirs à 3 points. Elle possède en Craig Rundle II, le meilleur scoreur de la ligue avec 36 points par match, lui qui est par ailleurs le recordman du plus grand nombre de points inscrits dans une rencontre avec 54 unités, doublé du record de tirs à 3 points avec 11 réussites longue distance. Elle possède en Théophile et Leonard Jr., leader à l'évaluation avec plus 33, et Mangok Matiang, le meilleur rebondeur avec 16 prises par match, 2 joueurs décisifs à même de faire basculer un match.
À eux, il convient d'ajouter Antino Jackson, le chef d'orchestre à la main, et une flopée d'internationaux rwandais qui font de cette formation un vrai épouvantail. Même si leur défense reste permissive et même si les clubs rwandais ont parfois du mal à s'exprimer devant leur public, cette année pourrait être la bonne pour une équipe du pays aux 1000 collines de soulever le trophée, ce qui serait un vrai pied de nez à ces dévancières dans la compétition comme les Patriots, le REG et l'APR. Depuis janvier 2026, la FIBA Afrique a un nouveau directeur exécutif. M. Julien Farhan Bassam prend la relève du Dr Alphonse Billet. Afrobasket l'a rencontré. Je suis directeur exécutif depuis le 1er janvier 2026. Je ne suis pas nouveau, j'étais dans la boîte. Donc, nous avons, sous la mandature du Dr Alphonse Billet, vraiment fait évoluer énormément le basket africain. C'est vrai que beaucoup de choses restent à faire, mais le basket africain est quand même meilleur par rapport aux années 90. Et nous allons faire en sorte de pouvoir d'abord pérenniser les acquis et ensuite élever ce niveau et le développer encore plus. Question difficile. Vous savez, les chantiers sont énormes. On aimerait vraiment passer à l'étape supérieure. On a développé et maintenant il faut qu'on glane des médailles. Comme je l'ai dit, il faudrait que notre mandat soit sous le signe du positionnement mondial. Au moins une médaille aux Jeux Olympiques ou en Coupe du Monde. D'abord au niveau féminin, où on est le plus proche d'y être. Et puis ensuite essayer de positionner plus d'équipes africaines au niveau de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques masculins. Nous allons essayer de faire en sorte de développer les infrastructures en Afrique. Effectivement, nous sommes en train d'approcher d'autres agences, d'autres structures pour nous aider vraiment avec les États à développer ces infrastructures-là, qui sont la base de la pratique de notre basketball de façon professionnelle. Donc, nous avons en projet beaucoup de partenariats et nous espérons qu'ils aboutiront très prochainement. Nous sommes avec les fédérations nationales, nous essayons de leur inculquer ce genre de notion-là, de professionnalisation. Je n'ai pas manqué de le dire depuis le début. La professionnalisation, c'est vraiment la clé de toute chose parce que qui dit professionnalisation parle de métier, parle de plus de ressources humaines. Nous nous attelons depuis des années à former ces cadres-là au niveau des fédérations nationales. Et donc, nous continuons vraiment à plaider auprès des États pour faire en sorte que nos fédérations soient plus outillées et surtout que l'organisation de nos compétitions soit plus professionnelle, c'est-à-dire avoir des comités d'organisation professionnels, des gens qui sont payés pour ça, qui sont permanents et non plus seulement des élus qui viendront de façon bénévole. Il faut savoir que la FIBA a 5 piliers majeurs, les jeunes, le basket féminin, la professionnalisation des fédérations nationales, le 3x3, et puis surtout faire en sorte que nos finances soient stables et rentables, comme on dit. Mais nous, au niveau de FIBA Afrique, jusqu'à présent, sont les jeunes et les dames. Donc, nous allons continuer à nous atteler à cela, en plus des clubs que nous essayons de professionnaliser au maximum. Renforcer les clubs va nous permettre vraiment d'asseoir le développement à partir de la base. Parce que c'est ces clubs-là qui vont alimenter nos équipes nationales. Au niveau des féminins en club, il faut savoir que nous travaillons vraiment d'arrache-pied. Nous espérons que
dans les prochains jours, nous pourrons annoncer de bonnes choses. Il faut aujourd'hui passer à un autre cap, qui est d'avoir plus d'engouement tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la participation. Aujourd'hui, organiser en Afrique est assez compliqué pour certaines fédérations. Manque d'infrastructures, mais quelquefois aussi manque de moyens au niveau des fédérations nationales pour participer à nos compétitions. Donc, nous allons essayer de faire en sorte que ces fédérations-là aient les moyens, que nous puissions plus professionnaliser nos fédérations, faire en sorte que nous ayons plus de retombées, je dirais, financières, pour faire avancer les choses. La République démocratique du Congo semble avoir reçu le message du nouveau directeur avec la construction d'une arena. Marianne Feza. Je vous emmène à la découverte de Kinshasa Arena. Cette visite n'a pas été faite seule, elle a été guidée par M. Linus, qui est le chargé des bureaux techniques et l'assistant du chef des travaux de Kinshasa Arena. Donc on est entré par la zone 2, la zone arrière, on a montré l'entrée de la team A, la salle de sport, le fitness. C'est conçu de manière symétrique, donc vous avez les mêmes pièces de l'autre côté aussi. Et c'est tous des gradins qui sont fabriqués ici sur chantier, donc sur site. Ils sont en préfabriqué, évidemment. On a fait un tour de la façade. On a montré tous les modules triangulaires qui sont en train d'être placés. C'est là qu'on les assemble pour pouvoir en faire une installation sur le terrain. Donc ça aussi, c'est des travaux qui sont en cours. Et on a vu les entrées, les grandes entrées du stade, l'entrée spectateur. On a vu ça, mais même la rampe pour personnes vivant avec handicap. On a regardé les rampes. Kinshasa Arena représente une nouvelle dimension pour le sport en Afrique. Avec une capacité d'accueil de 20 000 places assises, une entrée spécialement aménagée pour le bus des athlètes, un restaurant VIP ainsi qu'une salle de musculation intégrée. Cette arène répond aux standards internationaux et ouvre la voie à l'organisation des grands événements sportifs au Congo. Fin de ce 330e numéro. Ne bougez surtout pas pour la suite de notre programme. Au revoir.